Bonjour à tous, j'ai mis mon peignoir magnifique pour vous présenter cette superbe émission sur nos dernières lectures. Mais tout d'abord, générique. Voilà, donc on revient à présent directement pour parler de nos dernières lectures. Alors je ne sais pas lequel de nous trois va commencer, c'est la surprise. Roulement de tambour. Eh ben c'est toi. Eh ben c'est moi. Eh ben, c'est moi. Alors effectivement, j'en ai sélectionné deux parce que j'ai pas mal lu ces derniers temps, mais j'en ai sélectionné deux. J'ai Grizzly Shark de Ryan Otley et Night Fever du duo Ed Brubaker et Sean Phillips. Alors, Grizzly Sharp, en plus, ça tombe bien, c'est la couverture collector. Et c'est celle que j'ai pris, évidemment, car j'adore dépenser de l'argent. Du coup, j'ai pris la version collector parce que la couverture est en noir et blanc, mais l'intérieur est en couleur, comme vous allez pouvoir le voir. Surtout, voilà, les gens qui nous écoutaient en podcast. Alors, je l'ai pris pourquoi? Eh bien, parce que c'est Ryan Otley, évidemment. Je ne l'ai pas pris pour le scénario, parce que, pour être franc avec vous, eh ben, c'est pas terrible du tout, voire même c'est assez naze. Il n'y a pas de scénario. Le prétexte, c'est qu'il y a des requins dans la forêt et ils mangent des gens. Voilà, je viens de vous résumer le bouquin. Ah oui, d'accord. Oui, c'est un Sharknado, mais dans la forêt, quoi. Ouais. Et en plus, ils n'ont pas des pattes. Non, ils nagent, mais ils nagent dans la forêt. Des arbres. Voilà. Et puis, dès qu'il y a une goutte de sang, hop, ils viennent et ils bouffent la personne. Là, par exemple, la dame, elle se coupe le doigt ou le gamin saigne du nez, hop, il vient, il bouffe la personne. À un moment, il y a une nana, elle dit « Oh putain, j'ai mes règles !» Hop, le requin, il... Bon, c'est drôle, voilà, c'est complètement débile. Il y a des dessins sympas, c'est très violent, c'est assez gore, il y a beaucoup de sang. Mais c'est tout. Mis à part ça, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Et il n'y a que 3 chapitres. Donc ça c'est court en plus. C'est très court, ça se lit en 20 minutes. Et comme je vous ai dit en off, je pense que s'il n'y avait même pas Otley au dessin, ça ne serait jamais sorti, ce truc-là. Il faut peut-être rappeler qui c'est. Ryan Otley, eh ben, c'est le gars qui a inventé la sauce curry chez McDonald's et on le remercie pour ça. Voilà. Et... Non, c'est le dessinateur, évidemment, d'Invincible. Il est très connu pour ça. Et il a participé aussi à Hunt. Oui, Hunt chez Delcourt. Tout à fait. Voilà. Donc ça, c'était plutôt... je l'ai acheté parce que, voilà, édition collector, parce que Ryan Otley, mais... Pourtant, j'aime bien Comics Initiative, c'est eux qui font ça, ils font des bouquins sympas. En plus, ils font toujours en Kickstarter ou en Ulule, donc ils s'autofinancent. Donc c'est plutôt chouette comme projet. Mais de vous à moi, j'aurais jamais sorti Grizzly Shark. Mais alors du coup, là, tu as une version collector, mais en fait, c'est pas la noir et blanc, c'est que la cover en fait. C'est que pas la cover qui est en noir et blanc, et il y a le dos toilé aussi en plus, et puis tu as quelques petits bonus dedans, voilà. Mais elle est trouvable uniquement pour les gens qui l'ont acheté sur Ulule. D'accord. Sur le marché, on la trouve pas. Ouais. Tu peux commander la version normale, mais celle-là, elle n'est pas commandable. Et du coup, ça fait quoi? Ça fait pas 50 pages. Du coup, tu as 3 chapitres, Si, ça fait 50 pages, parce que c'est un peu oversize, mais ça se lit très vite. Je vous le prêterai si vous voulez, ne l'achetez pas. D'accord. Par contre, Night Fever, là, je valide. Night Fever. Alors moi, je suis un grand fan de Brubaker et Phillips. Et j'adore leur polar. Et il y en a des un peu mieux que d'autres, mais dans l'ensemble, quand même, ça reste des projets plutôt qualitatifs à chaque fois. Et celui-là est vraiment cool. C'est un récit complet. Et c'est l'histoire d'un commercial qui, pour une soirée, a envie un peu de se changer les idées et va participer à une soirée un peu chelou, comme dans le film Eyes Wide Shut. Vous l'avez vu, où tu as Tom Cruise à un moment qui va dans un château un peu érotique. Et ben voilà, il va dans une soirée comme ça, et du coup, pour rentrer, il se fait passer pour un autre. Il voit la liste des gens invités. Il dit « Ouais, c'est moi, là, c'est monsieur Martin, c'est moi. » Et du coup, il rentre à l'intérieur, et c'est le fameux monsieur Martin. Et ce monsieur Martin doit faire des choses horribles pour le compte de quelqu'un d'autre. Voilà, j'en dis pas plus. Et voilà, il va mener une double vie, du coup, et
C'est sexuel? Oui, tu peux l'acheter. Ah ok, c'est sexuel. Non, c'est pas sexuel. Non, c'est un peu drogue, crime, légèrement sexuel, mais très très bien amené. J'adore Brubaker, sa façon d'écrire est vraiment toujours très intéressante. Et Sean Phillips, simple mais efficace. Bah, t'as une ambiance particulière là, comme les planches sélectionnées, ça donne l'idée du polar, tu vois tout de suite, c'est sombre, et des jeux de couleurs, ça a l'air assez bon au niveau de l'ambiance, quoi. C'est le fils de Sean Phillips qui fait les couleurs sur cet album, ouais. Donc voilà, ça je recommande fortement. Ok, bon bah super. C'est un seul tome, c'est une série. C'est complet. Ok, super en plus. Ça c'est bien. Ouais, ça c'est bien ça. C'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? C'est toi. Moi. Alors, avec Blanche-Neige, Rouge Sang, c'est publié chez Black River. C'est un album qui est assez fin. Il n'y a pas énormément de pages. Et c'est un récit donc de Neil Gaiman. C'est pour ça que ça m'a intéressé. En fait, c'est un bouquin qu'on a offert à ma compagne. Et tu l'as piqué. Et j'ai piqué, je l'ai lu, hein, du coup. Et c'est très très bien parce que ça prend donc exactement l'histoire de Blanche-Neige, mais racontée par sa belle-mère, du côté de sa belle-mère. Donc un peu ce qu'on a vu avec... c'était quoi le film avec Angelina Jolie là Maléfique. Maléfique, voilà. C'est un peu dans ce genre-là. Sauf que là, du coup, on voit le côté donc de la belle-mère. Et l'histoire est assez... D'une certaine façon, elle est... c'est la même, mais du coup elle change puisque Blanche-Neige est en fait une vampire. Et pourquoi donc du coup la belle-mère agit comme ça? C'est en fait pour l'éloigner, voire la tuer et justement l'éloigner de ses sujets. Et donc c'est particulier. Je vais vous montrer un peu certains dessins. Désolé pour ceux qui écoutent en podcast, mais Neil Gaiman, il est assez particulier dans sa façon d'écrire. Si vous lisez les Sandman ou vous lisez ses bouquins, c'est assez particulier. Ouais, et il a fait il y a quelques temps. Voilà. Et il a fait il y a quelques temps aussi je crois que c'est pas encore publié en France. Je l'ai lu en anglais. C'est comme il se la pète. plusieurs petits chapitres sur les histoires de la mythologie nordique. Je vais y arriver, excusez-moi à trouver mes mots. Et donc du coup, ça raconte toutes les légendes nordiques qui sont hyper intéressantes. Et c'est un petit peu ce genre de dessin là. Donc voilà, on revient avec. C'est vraiment presque des toiles où il y a simplement du texte un petit peu. C'est toujours raconté en voix off. C'est que il y a très peu de bulles. C'est que en une planche comme ça, à chaque fois qu'une case par page? Pratiquement, ouais. Ça fait gravure, ça fait lithographie en fait. Ça fait un peu truc noyé. Ouais, exactement, c'est ça. Il y a pas mal de scènes de sexe à l'intérieur. Ah, attends, c'est quoi que tu m'as dit? Ça m'intéresse, quoi. J'ai pas les bonnes planches là que tu nous as envoyées, ça va pas là. Non. Mais il y a pas mal de scènes de sexe, etc. C'est très romantique, c'est très... franchement, je regrette absolument pas de l'avoir lu. J'ai passé un très très bon moment. C'est un bel ouvrage. Pardon, vas-y. Non, vas-y. Je disais que moi, je crois avoir dans ma bibliothèque un seul bouquin de Black River. C'est un truc de Raphaël Albuquerque. Je sais plus ce que c'est, je suis désolé. Et le bouquin était sympa. Et là, au niveau de la qualité du bouquin, c'est belle fabrication et tout. Oui, c'est très bien. Ouais, je vous dis, il est assez fin. Ah oui, c'est pas épais, ouais. Ouais, c'est un tout petit album. Mais non, au niveau édition, c'est très très bien. Et à la fin, on retrouve même des explications de la dessinatrice avec ses croquis, etc. Ça, donc c'est toujours cool. Ah, c'est Nana qui dessine. Ok. Ouais, Colline donc, Black River, tu valides? Oui. Ok. Oui, non. Ok. Non, c'est très très bien. Moi, Black River, j'avais que Rock Fuel de Garth Ennis parce que c'est Garth. Forcément. Moi, c'est un truc avec émeraude dans le titre. Ah, ça, c'est Tintin et les bijoux de la Castafiore, ça n'a rien à voir. Non, c'est un truc avec le... Oui, je vois ce que tu veux dire. Et je l'ai pris parce que j'adore Raphaël Albuquerque. Ouais. Le truc d'émeraude, oui. Je passe à la suite. C'est Gotham City, année 1. Alors, j'en ai parlé également dans la review de Batman Legend. Et je suis dans Batman Legend et je parle anglais. Hein. Non, mais voilà, je me permets. Et en fait, c'est un album qui est pour moi totalement dispensable
parce qu'il raconte rien de spécialement intéressant. Si vous avez déjà lu ou vu des films noirs des années 30, un peu comme ce que j'avais parlé, je crois, avec Clear, c'est là, honnêtement, ça n'a pratiquement aucun intérêt, parce que tout ce qu'on nous dit dans cet album-là, on s'en fout complètement sur la mythologie actuelle de Batman. En gros, ça reprend, c'est la fille Wayne, donc ça se passe 2 générations avant Bruce Wayne, qui est enlevée. Et du coup, en fait, c'est un détective qui est chargé, enfin, qui est à la fois chargé et pas chargé. En gros, il se retrouve là-dedans un petit peu comme ça. Et du coup, il va essayer de sauver cette gamine. Et c'est en fait, c'est copié-collé avec une histoire qui est arrivée en vrai d'une gamine qui s'était fait enlever aux États-Unis. Et c'est que des clichés. Et voilà, c'est non. Ouais, tu transposes ça ailleurs. Tu peux mettre ça n'importe où, en fait, quoi. Ouais, c'est Gotham, mais tu fous ça à New York, dans les années 20, ça passe aussi, quoi. Exactement, c'est Tom King, et j'ai l'impression qu'il s'est vraiment pas foulé sur le coup. D'habitude, il est un peu plus... Même si je suis pas un hyper fan de Tom King, là, j'ai l'impression qu'il a été vraiment en mode libre pour faire ça, quoi. Et c'est... Année 1, en fait, ça aurait pu être un très bon One Bad Day. Parce que justement, l'événement qu'on voit sur la planche de gauche, c'est un événement qui aurait pu marquer vraiment un instant T dans la mythologie de Batman, dans la mythologie de Gotham City, et en fait, on s'en tape. Voilà. Mais vu que c'est 2 générations avant Bruce Wayne, logiquement, il n'y a pas Batman dans le bouquin. Alors, il apparaît, mais dans des flash-forward. Ouais, parce que j'allais dire, on voit son ombre sur la cover quand même. Ouais, non, il apparaît juste dans le truc, parce que le détective, en fait, lui raconte l'histoire. D'accord, c'est la raison du truc, quoi. Ouais, exactement. C'est con parce que je trouve que la couverture, enfin, bon, ça fait très polar, mais je trouve qu'elle est super bien réusie. Enfin, elle donne vraiment envie, avec le titre jaune. Et sépia, je pense. Ouais, mais c'est... Même l'intérieur, je veux dire, c'est pas dégueu au niveau des dessins. C'est très bien dessiné, hein. C'est très bien dessiné à l'intérieur, ça correspond très bien à un roman noir. Mais après, c'est le propos qui est pas fou. Pas ouf, quoi. Non. Je pense qu'Urban avait des choses à publier avant ça, d'après moi, de meilleure qualité. Ouais. Là, honnêtement, c'est vraiment indispensable. Moi, ça fait des mois, j'en profite pour placer une petite demande à Urban. Ça fait des années même que j'attends Jeux de guerre. Je les avais à l'époque en magazine, quand c'était Panini, je crois, qui gérait encore. C'est ça. Et c'est jamais sorti en album, quoi, en deluxe. Et dans mes souvenirs, c'était génial. J'avais adoré cette histoire de Batman. Ça serait vraiment cool, s'il vous plaît, Urban, que vous sortiez Jeux de guerre. Bah, ça sortira peut-être dans les Batman Chronicles d'ici quelques années. Oui, c'est ça se trouve, ouais. On a le temps. Bah oui, on a le temps. On passe à la suite. Allez, go. Donc, mes 2 dernières lectures aussi, enfin plus ou moins. Juste avant, j'ai pas lu encore le spoil pas, non, Something Killing Children Show 5. D'accord. Ouais, non, mais je vais pas te spoiler. C'est Nightwing à la fin, c'est ça? C'est Nightwing, ouais. Ah, t'as les fesses de Nightwing qui apparaissent à la fin, c'est un truc de fou. Elles s'ouvrent et tout, c'est dégueulasse. Donc, Something is Killing the Shrink. Hein? Something et Dark City, tome 2. Je peux avancer moi-même? Oh putain, je peux avancer moi-même. C'est génial. Ah, c'est génial. Donc, sans spoil, donc Something is Killing the Children, tome 6. On continue dans cette série de James Tynion The Four. C'est bon, tu sais vraiment pas le dire. Non, je sais vraiment pas le dire, ça me saoule. James. Et je vais même pas prononcer le nom de l'auteur-dessinateur, je risque encore plus l'écorcher, mais c'est Edera, son nom de famille. Ça reste dans la même lignée. Franchement, tu continues sur l'histoire, tu suis toujours Erika œil vert Slaughter, voilà, qui essaye de s'enfuir toujours de son ordre de Saint-Georges. Ouais. C'est bien la suite du 5. Totalement. Parce que ce que j'avais bien aimé, je crois que c'était dans le 4, on revenait un peu dans le passé. C'est ça, non, là t'es revenu dans le présent. Très bien. Alors je sais pas où t'en es dans le 5, mais bref, je sais pas trop... À la fin, bon d'accord. Bref, il y a toute la suite du 5 qui se fait, où Erika est à la fois chasseuse, mais aussi chassée. Oui, d'accord. On est là et on continue. Donc c'est là que c'est intéressant, parce qu'on quitte un peu le côté juste chasseuse de monstres.
où on va plus, alors non pas s'intéresser à elle, à son passé, mais on va vraiment la voir en difficulté sur certaines aventures. Il va y avoir d'autres personnages qui s'ajoutent, notamment une grande méchante qui est assez costaud, il faut dire, qui se soucie pas vraiment de la vie humaine ni de la vie des monstres. Voilà, tu apprends un peu plus toujours sur l'histoire de ce monde qu'a créé James Tynion, The 4. Voilà. Et tu vois un peu plus aussi, tu sais, le grand méchant, le vieux dragon. Oui. Celui qui a un gros souci d'appareillage dentaire, là. Donc, bref, c'est toujours sympa à lire. Le dessin, il est toujours à la fois brouillon et nerveux. La couleur c'est le même artiste, ou là, je veux dire, c'est peut-être une nana qui dessine, non? Je sais plus. Alors, c'est Werther Del Edera, et je sais pas si c'est un monsieur ou une madame. En tout cas, c'est le même depuis le début, et ça, c'est vraiment appréciable. Ah, c'est top. Ouais. Mais tu sens qu'il y a un bloc qui s'est fait entre les deux, entre le scénariste et la dessinatrice, si c'est une dame. Ouais, enfin bref, c'est une bonne continuité, ça se lit toujours très bien. Les personnages féminins qui sont ultra présents dans cette série, ils sont vraiment, vraiment costauds. Là où les personnages masculins, t'as l'impression que c'est que des mâles alpha, mais qui se font défoncer dès qu'ils peuvent. Donc c'est aussi intéressant là-dessus ce petit retournement. Donc ça se continue à se lire. Alors, moi j'aime beaucoup cette série, ouais. Bah, moi j'ai pas lu le truc juste sur l'hôtel là. Ils ont fait un dérivé. Un spin-off. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai tenté, j'ai pas aimé. Autant j'aime bien cette série, autant le spin-off j'ai pas aimé. Ouais. Et le spin-off, il est aussi par les deux mêmes, enfin par Tynion, mais est-ce qu'il est aussi par la dessinatrice? C'est pas le même, c'est pas le même artiste. Ah oui, d'accord. Ça peut jouer. Bref. Et ça se termine sur un à suivre? Ouais, complet. Ok. Vous savez si la série elle est terminée aux États-Unis ou pas? Pas du tout. Aucune idée. Parce que là, ça s'est sorti en France en juillet, celui-là. D'accord. Je sais pas quand sera la suite. Ce serait intéressant de se renseigner. Mais franchement, c'est une bonne série qui se lit bien et puis c'est cool. Et là, on passe à autre chose. Celui-là, je l'ai lu et j'ai bien aimé, moi. Alors, ce que je disais à Benoît juste avant de commencer, quand je l'ai lu, j'ai fini le tome 2 donc, de Dark City par Chip Zdarsky. Et j'avais un bon souvenir, pourtant c'était il y a 3 semaines, et en essayant de refeuilleter là tout à l'heure pour les besoins de l'émission, comme dit Michel Drucker, en fait, je me suis dit, putain, en fait, j'ai soufflé quoi. Déjà, ce tome 2, il est dessiné par Mike Hawthorne, et pas par Jiménez. Et ça fait mal. Ah, c'est moche, moi je trouve très moche. Déjà, je pense que Jiménez, il était en train de faire son truc avec Mark Millar, sûrement dans cette période-là. D'accord. Parce qu'il arrive en fait avec Millar. Oui. Alors ça expliquerait peut-être les choses, mais autant Jiménez, tu le vois à la fin. Il intervient sur quelques pages à la fin, et ça fait vraiment du bien. Juste pour caler un petit peu l'histoire. Donc c'est la suite de Dark City tome 1, là où Batman s'est fait envoyer dans un monde parallèle à cause de Failsafe, qui est une sorte de son double en robot qui est venu... si un jour Batman il venait à déconner, Failsafe devait venir sauver le monde et combattre Batman. C'est ça. Donc il est envoyé dans un univers parallèle, et on découvre donc que Batman se retrouve dans Gotham City, où Batman n'existe pas, et même Bruce Wayne, qui a existé, est mort. Ça. Donc finalement, l'intérêt est de se retrouver dans un Gotham alternatif, avec des persos alternatifs, des histoires différentes. Voilà, c'est pas hyper novateur, mais ça pourrait être intéressant, parce que tu as un Alfred qui est différent. Ah ouais, c'est ça que j'ai bien aimé, moi, ouais, justement. Il y a des points qui sont intéressants, il a une relation aussi amoureuse, tu retrouves tes personnages iconiques qui ont des places un petit peu différentes, et surtout, tu te retrouves dans un Gotham qui est un état policier, sous emprise policière plus forte que celle de Macron, et Gotham décide... Oh là là, on va se faire censurer, t'es fou toi. Et Batman, qui reste Batman et plus fort que tout, décide quand même d'intervenir pour sauver le monde. Voilà, ça se lit, mais en fait, c'est du vu et du revu. T'as le droit de le dire, c'est moins bien que Deadly Duo. C'est moins bien, c'est totalement moins bien que Deadly Duo. Ça, non, mais et là, il n'y a rien à voir. Si on prend un peu de recul, le premier tome,
est un espèce de Fast and Furious, ça on est d'accord. Je veux dire, ça va hyper Quand vite. il va de l'espace à la Terre, c'est génial. Voilà, je veux dire, c'est assez, enfin, je trouve assez kiffant. Mais cet album-là, de toute façon, en plus, c'est qu'un album de transition, puisque de toute façon, on va pas, enfin, c'est même pas du spoil, parce que à la fin, à un moment donné, il va revenir dans sa dimension originale. Donc, oui, il y arrive. Voilà. Donc en fait, c'est un album de transition dont techniquement, on s'en branle, parce que tout ce qui se passe là-dedans, ben non, mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, tout ce qui se passe là-dedans, ben, t'as aucune conséquence. La seule conséquence qu'il va y avoir, et ça va être compliqué à gérer, c'est qu'ils nous ont fait une Star Wars là-dedans. Ils nous ont coupé une main. Et oui, qui est revenu. Ouais, il est revenu. Mais non, mais il a une main robot. Ouais, il a une main robot. Mais je veux dire, ça veut dire qu'il on s'en fout. Non, mais dans la continuité, ça veut dire que maintenant Batman est manchot. C'est ça. Même s'il a une main robot. C'est pas le pire qui lui est arrivé. Il y a son. Je spoil parce que ça fait 10 ans, mais Alfred est mort et ça lui arrive des choses dures. Non, mais quand même, des fois. Il va falloir qu'il l'intègre vraiment dans la continuité, etc. Au contraire. Je trouve même que c'est intéressant de blesser Batman plutôt que ça fait 80 ans que le mec il combat le crime et qu'il lui arrive jamais rien. Oui. Bon, après, il y a d'autres. Alors, si on revient sur un petit point positif, enfin, je trouve qu'il a joué sur le fan service en fait, Zdarsky. Là où on peut dire c'est un peu gros, mais les pages de Jiménez où en fait t'as Batman qui va aller dans plein d'univers, bah moi ça m'a fait sourire. Moi j'ai bien aimé. C'était bien, ouais. Ouais, c'est cool. Alors ça va pas loin, mais ouais. Et puis c'est super bien dessiné. Il faut dire Ouais, vas-y. Ça vous a pas fait penser à la fin de Flash? Mais si, mais c'est pour ça que je veux dire tous les Batman différents et tout. Oui, mais là c'était mieux fait. Bah parce que c'est en comics, donc c'est sur l'imaginaire qu'on joue. Il n'y a pas de mauvais effets spéciaux. Non, mais pour autant, Jiménez a pris tous les dessins. Mais il a repris tous les bons dessins. Il se retrouve dans la série de 90, il a réussi à redessiner le trait de TAS. C'est vrai. Avec la série des années 60, avec la Bat-bombe anti-requin, les trucs comme ça. Mais j'ai rigolé, quoi. Mais c'est du fanservice. Donc en effet, c'est un album qui sert pas spécialement, mais c'est du fanservice. Et après, magnifique couverture de Joe Quesada. C'est rare de voir des covers de Quesada, donc c'est cool. Non, mais là, il y a une bonne cover. Alors par contre, il y a un petit coup de gueule aussi à passer là-dessus par rapport à Urban Comics. C'est que, alors, quand j'ai lu, je me suis dit, putain, je suis encore passé à côté de quelque chose, j'ai 10 ans de retard. C'est que, alors moi j'ai découvert la bisexualité de Tim Drake. Eh oui. Oui, c'est vrai qu'elle est dévoilée là-dedans. Elle est dévoilée, sauf que du coup, en fait, tout à l'heure, je suis allé lire des trucs, je me suis dit, putain, j'ai pas compris. Enfin, c'est tombé dans un album, je l'ai pas vu. Mais en fin de compte, visuellement, c'est sorti aux États-Unis en 2001 dans une série qui s'appelait Batman Urban Legends, et ils en parlent. Sauf que nous, c'est jamais sorti en France. Non. D'accord. Donc, tu comprends. Alors, peu importe, on s'en prend de sa sexualité, qu'elle soit affichée ou pas, mais c'est qu'en fait, on n'a pas d'explication. Il y a son copain. Il a un prénom français en plus quand c'est traduit, je trouvais ça très chelou. Il me semble que c'est Amaury, non? Et non, c'est un prénom qui est un peu moins classe. Bref, tu l'apprends, en fait, tu te rends compte qu'il l'a sauvé, etc. Enfin, il y a tout un bagage qui est hyper important parce que c'est quand même la construction d'un personnage, pour le coup, qui est plutôt bien interprété, moi je trouve. Là-dedans, dans Dark City tome 2, Tim Drake est pas trop con, pour le coup. Et il est plutôt bien structuré. Mais t'as une énorme histoire dessus. Mais ils auraient pu juste foutre un Astérix, en fait. Voir un truc qu'on n'a jamais publié. Non, ils sont très de marquer ça. Ouais, ils l'ont déjà fait plusieurs fois, ils savent faire. Les seuls récits de Urban Legend qui ont été qui ont été publiés en France, c'est l'album Redwood. C'est ça, c'est Sourier. Ah, c'est le seul, et c'est la même collection. C'est con. Ça. Bref, voilà, c'est mon petit truc. Et sachant que le dessin était très cool. J'ai bien aimé le dessin. Je suis en train de penser à cette histoire de main coupée qui va avoir une main robot. En soi, vu qu'il est très souvent en Batman, tu le vois pas parce qu'il a le gant. Mais là où ça va être compliqué, effectivement, c'est en Bruce Wayne. Mais je sais plus s'ils lui mettent pas un truc cybernétique ou c'est quand même du. Enfin, t'auras une peau par-dessus, on s'en fout, quoi. Voilà, c'est ça. Mais ça peut être un truc intéressant avec la main qui tombe en pâte. Je vais t'envoyer des machins. Catwoman. Merde. Il est plus avec elle. Oui, bah il peut revenir. Oui. Elle est pas venue à l'hôtel du mariage. C'est comme Mariez-les. Rachel et oui, oui, bah je suis un peu dégoûté qu'ils sont pas allés au bout du truc et qu'ils les ont pas mariés. Ouais, non mais tout ça pour là, pour le coup, DC,
Putain, à un moment donné, laissez-les évoluer, les personnages, quoi. Alors, je sais pas si c'est DC Comics qui a dit ne les mariez pas, ou si c'est l'auteur, je sais plus, c'est Tom King. Je crois que c'est Tom King. Oui, c'est Tom King, ouais. Qui a pris la décision de ne pas le faire. Je sais pas, mais bon, à un moment donné... C'est dommage. Ouais. C'est ça. Donc voilà, à suivre ce que ça va donner, mais même si je reviens juste un dernier truc sur Dark City, il y aurait pu avoir un truc intéressant sur le Joker, puisque finalement ça reste, bon je spoil, mais la base de la recherche du multiverse et de traverser le multiverse, c'est que tu viens questionner si le Joker est méchant par son univers ou presque génétiquement. Par nature, ouais. Par nature. Et ça c'est plutôt intéressant. Même s'il y a une grosse phase de flou, j'ai pas compris. Mais moi, ça m'a pas plu parce que justement, c'est d'une certaine façon, pour moi, on s'en branle. C'est vrai. Il est comme ça à point. Oui, il cherche pas d'explication. Oui, aller lui chercher une explication ou parce que c'est con ce que je vais dire, hein, mais parce que papa, il a pas été gentil avec lui dans son enfance ou machin. C'est lui chercher une excuse. Ce qu'il y a de bien, je trouve, avec le Joker, c'est que on ne sait pas qui il est véritablement. On ne sait pas qui il est, on ne sait pas le pourquoi du comment, et c'est très bien comme ça. Il y a des mystères comme ça qu'il faut garder. Si on sait grâce à... Techniquement, c'est pas vraiment dans la chronologie officielle. C'est dans Killing Joke. Oui, mais on n'est pas sûr. Même si dans cet album-là, si vous avez remarqué, quand le Joker se lève, et il dit « Ah, maintenant on est 4 ». Donc, ça veut bien dire, oui, il y a une planche. Je ne pas du tout ça. Et oui, il se lève, il est sur le... Quand il sort de Dice Chemical, il se lève et il dit « Ah bah maintenant on est 4 ». Donc il y a 4 Jokers. Donc à un moment donné, ça veut dire que l'album Les 3 Jokers de Jeff Jones, est-ce que du coup maintenant il a été rendu canon ou pas? Ouais, DC Comics eux-mêmes le savent peut-être pas, je pense. Non, c'est... voilà. Ça laisse des ouvertures. Je crois qu'officiellement c'est canon. C'est dans la chronologie parce que, dans la continuité, parce que Batman l'apprend, c'est dans Justice League, il l'apprend quand il est sur le siège de la vérité, là, et qui lui dit il y a plusieurs Jokers. Donc pour moi, c'est dans la continuité. Ouais, moi je veux pas. C'est un problème. Non, moi je veux pas. C'est pas toi qui choisis. Tu veux pas que Killing Joke soit dans la continuité? C'est ça? Non, c'est le 3 Jokers. Ah, les 3 Jokers, parce que je vais dire que Killing Joke, c'est admis quand même. Techniquement, oui, mais comment dire, on ne sait pas vraiment si c'est la vérité. Non, complet. Voilà, il y a toujours un flou là-dessus. Mais non, les même 3 si Jokers, du coup, ça rentre dans trop de... Il y en aurait 3, etc. Il se serait créé lui-même, etc. Et le fait que Batman dit à la fin, désolé pour ceux qui n'ont pas lu 3 Jokers, mais dit que en gros, il sait qui est le Joker depuis le début. Oui, il le sait. Oui, tout à fait. Et pour moi, c'est complètement... c'est pas logique. Voilà, il y a aucune logique là-dedans. Donc, je comprends. Ouais. Tout dernier truc avant de terminer l'émission, puisqu'on parle de nos dernières lectures, je viens aujourd'hui de terminer Batman Killing Time. Ne l'achetez pas. Voilà. Il faudra bien pour faire la collecte, hein, mais bon. Après, c'est ce que je t'avais dit, c'est ça part dans tous les sens. Il y a 3 heures, il y a 2 heures, il y a 120 ans, demain, après-demain. Comme il a dû se faire chier à écrire le scénario. En fait, non, je pense pas. Le scénario est très très simple, c'est la façon de le raconter qui est compliquée, puisque c'est des allers-retours en permanence. Complexe. Mais je pense que si tu prends, si tu lis dans l'ordre chronologique du truc, en fait c'est hyper simple, c'est juste un braquage de banque. C'est un truc à l'Ocean Eleven, c'est tout. Mais la façon de le raconter, ça complexifie, je vais y arriver, la chose. Mais après, moi je trouve que cette complexité-là amène justement l'album est intéressant. Parce que s'il avait raconté dans la linéarité... ça aurait été nul. Moi, j'aurais peut-être préféré de façon chronologique. En plus, David Marquez, c'est Marquez, je crois, au dessin. C'est super, magnifique. Il y a des planches incroyables quand il est sur la moto et tout, c'est super. On y reviendra, arrête quand tu l'auras lu, et comme ça, on se fera un petit peu de débriefing là-dessus. Laissez-moi 2 semaines. 2 semaines en 2024, ouais. Oui, c'est ça. Bon, sur ce, on va peut-être se quitter là. Toi, tu vas prendre un grog. Ouais, c'est ça, voilà, exactement. Le pauvre, il est malade. Il a une hémorroïde aiguë. Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'ai un coussin.
Donc merci à toutes et à tous de nous avoir d'avoir partagé cette émission avec nous, supporté également. Merci à Warner de nous avoir offert ces beaux peignoirs. Et on est bien dedans. Bon, je peux pas tout montrer, mais on est bien dedans. On va se faire censurer, quoi. N'hésitez pas à liker, à pousser, à partager, etc. On est sur Instagram, sur YouTube et sur l'ensemble des chaînes de podcast. Voilà. Donc, sur ce, on vous dérange pas plus et puis on vous dit à la prochaine. Allez, salut. Buenas noches.